Data Drive, le podcast des concessionnaires avertis. Hello à tous, je suis Florence, je travaille pour la société Jato Dynamics. Je vais vous présenter le podcast Data Drive avec comme invité Marc Bruchet. Bienvenue à Marc Bruchet, président du groupe Bruchet. Bienvenue sur notre podcast et pour parler de l'actualité automobile, de ta vision de ton métier, qu'est-ce qui va devenir et si tu peux présenter ton parcours. Donc moi je viens pas du tout de l'automobile, je viens des fusions-acquisitions. Mon père était dans l'automobile, pas en tant qu'actionnaire, en tant que salarié. Il était directeur général d'un groupe de distribution et on a eu envie de faire un bout de chemin ensemble. Et aujourd'hui tu distribues plusieurs marques. BMW, essentiellement BMW Mini et Opel et Fiat. Alors on voit ici ton équipe, c'est sur un site qui est... Marseille. Donc le site de Marseille. Tu as 200 collaborateurs, tu réalises à peu près 2800 ventes VN. À peu près 3000 ventes VN, 3000 ventes VN. 200 vélos. La passion automobile, elle est venue... Pourquoi tu parles de passion ? On est forcément à un moment donné, je suis arrivée dans l'automobile par hasard, un peu comme toi. Et à un moment donné, on est un peu piqué quand même par la voiture. Oui, bien sûr, j'ai quand même trempé là-dedans depuis tout petit. Donc oui. Je ne peux pas dire que j'aime pas le produit. Les mutations, les évolutions du marché, quelle est ta vision pour ton groupe pour 2024 Donc il n'y a pas de révolution. Ça fait 27 ans que je suis dans l'automobile, je ne connais pas un seul secteur frappé d'immobilisme pendant 27 ans qui ait survécu. Je crois que s'agissant de l'automobile, la mutation principale, à mon sens, c'est et au moins pour le commerce VN, c'est une tertiarisation de l'activité. C'est-à-dire qu'on passe du négoce de produits à une activité de prestataire de services, à commencer par le premier, c'est-à-dire conseiller le client sur le choix de sa voiture. En termes de mobilité, on parle beaucoup de la diversité chez les groupes de distribution, de mobilité, de faire du vélo. Bon, alors tu fais d'automobilité puisque tu as de la moto. J'ai de la moto. On a entamé effectivement quelque chose dans le vélo. Alors on va voir ce que ça donne. On ne s'interdit pas d'aller vers les véhicules de loisirs, par exemple. Ça peut être aussi une autre activité. Loisirs camping-car. Pourquoi pas, oui. Oui, ouais, d'accord. Et le vélo, les vélos sont dans les concessions automobiles ou c'est des... Alors on distribue une marque qui est importée en France par Michel Magy, qui est le président du groupement national des concessionnaires Opel, et qui a un système de distribution qui est exclusivement fondé sur les points de vente automobiles. Et là, on est en train, j'aurai un rendez-vous la semaine prochaine, avec un autre prestataire qui, lui, nous est amené par BMW Group. Alors moi, j'ai une question. Comment tu peux... donc tu as ta fonction de président de groupe, patron de groupe, et tu es également une autre fonction, qui est président de la branche concessionnaire de Mobiliance. Comment tu arrives à concilier les deux ? Sachant que Mobiliance est sur Paris, toi tu te trouves sur plutôt... Si j'arrivais pas à concilier les deux, je ne le ferais pas. Donc a priori c'est possible. D'accord, parfait. Ouais. Et ensuite c'est une question d'organisation. Mais effectivement ça prend un peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Surtout les sujets d'actualité sont assez riches en ce moment. Depuis 2 ans, j'ai été un peu gâté là-dessus. Je trouve. Ouais. Ok. Alors on est aussi content d'être partenaire. Jato est partenaire de Mobiliance. Alors là, c'était pour ce mois-ci 98e numéro de la newsletter sur l'actualité automobile. On va célébrer les 100 ans ensemble. Donc ça, c'est vraiment... on est super contents. Le marché automobile, qu'est-ce qu'on va en dire ? Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour d'Europe. Je t'ai apporté des chiffres. Moi, le sujet de la Norvège m'intéresse. Ils vont passer, ils ont accéléré la décarbonation, ils vont passer en 2025 au tout électrique. La part de marché, elle est aujourd'hui chez eux à 82% en électrique, donc le pas reste de 18%. Ils vont le franchir très certainement, mais bon, ils ont mis en place des infrastructures autoroutières, des parkings, etc. Des incitations fortes qu'ils ont coupées l'année dernière pour l'achat de véhicules électriques. Donc ça fait chuter ce qu'on a vu sur les stats de 27% en termes. Donc qu'est-ce que tu penses pour le marché français ? Bon, ça c'est un vaste sujet. Bon, alors le marché français en 2024. Alors on va partir de 2023, c'est mieux. Donc 2023, c'est la 4e année consécutive de crise du marché auto, puisqu'on est en dessous d'1,8 million à 1 774 000. Alors ça, c'est pas franchement ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est le niveau des prises de commande.
C'est-à-dire qu'en 2023, il y a eu 1 637 000 prises de commandes. C'est-à-dire le plus bas niveau depuis que l'indicateur existe. Il a été mis en place par la PFA à l'époque, en 2015. Et en dehors de ça, ce qui est inquiétant, c'est que c'est 100 000 commandes de moins qu'en 2020, qui est une année qui a été amputée par 3 mois de confinement. Donc normalement, le marché 2024, il ne devrait pas être très beau. Alors ceci étant, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. La première, c'est que les conditions macroéconomiques sont plutôt satisfaisantes, telles qu'elles sont anticipées en 2024. On va avoir une croissance de 1%, à peu près, du PIB. On va avoir une stabilisation du chômage, une baisse de l'inflation et un gain de 0,8 du pouvoir d'achat. Bon, c'est pas idiot. Deuxième bonne nouvelle, en tout cas, s'il y a une réaction des constructeurs pour le marché, c'est qu'on a un taux d'épargne qui est juste colossal, puisque fin 2023, on est à 18% de taux d'épargne. Alors, pour mémoire, avant le Covid, on était à 15%, et avec 15% de taux d'épargne, on était les champions de l'OCDE. Donc ça veut dire qu'il y a un réservoir colossal d'épargne. Donc dans ce contexte-là, je pense que le marché 2024, il sera ce que les constructeurs voudront qu'il soit. En gros, le blocage du marché commande en 2023, il n'est pas dû à une pénurie de l'offre, il n'y en a plus. Il est dû à une crise de la demande. Il est dû à une crise de la demande parce que le prix des véhicules neufs, qu'ils soient électriques ou thermiques, a dépassé le niveau d'acceptabilité sociale. C'est aussi simple que ça. Donc, pour rappel, le prix des véhicules neufs entre 2011 et 2019, il a augmenté de 16% en euros courants. Entre 2020 et 2023, il a augmenté de près de 29%. Alors évidemment, le pouvoir d'achat, il n'a pas tout à fait suivi. On a un problème qui se résoudra par le prix. Même si, pour l'année 2024, il y a une bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a du plan produit. Il y a des lancements majeurs dans toutes les marques. Il y a la moitié du top 10 des VP en France en 2023 qui va être renouvelé. Donc il y a du plan produit, mais ça ne suffira pas. Il faudra qu'il y ait une baisse des prix. Et je pense que la baisse des prix elle a déjà été enclenchée. Elle a été enclenchée alors sur les BEV, dès début 2023, c'est Tesla qui a allumé la guerre. Après, il y a eu les nouveaux entrants, notamment chinois, en MG entre autres. Après, on va dire que tout le monde s'y est un peu mis sur la fin de l'année. Quant aux motorisations thermiques, on a eu un retour des moyens commerciaux pour certaines marques, les précurseurs comme VV à partir de juin. Et on va dire que tout le monde a à peu près embrayé à partir de septembre. Donc je pense que ça permettra au marché d'atteindre un niveau de l'ordre d'1,8 million. Donc j'ai une prévision qui rejoint celle d'Éric Champarneau, de Seaways ou de Thomas Joigny d'Athaneo. Alors, exactement. Alors moi, j'étais dans les prévisions de l'année 2024. Donc tu es Raymond. Un 8 ou un 9? Non, un 9, j'y crois pas. T'y crois pas? Je pense pas parce qu'on part avec... il faut voir que la conséquence du déficit de commandes qu'on a eu sur toute l'année 2023, c'est qu'on a eu une contraction du stock d'ouverture de l'année. Ouais. Contrairement au 1er janvier 2023, on avait un stock qui nous permettait de passer 6 mois de livraison, quoi, à peu près. Là, 1er janvier 2024, on va dire que c'est suffisant pour assurer les IMAT sur un trimestre, mais pas au-delà. Bon, quant au marché du BEV, c'est 17% à peu près l'année dernière en France. Ouais. J'ai plutôt le sentiment que ça a atteint un plateau. Là, il y a quelques quand même initiatives, notamment avec la Toyota, avec la BZ qui a été... Toyota. Les marques du groupe Volkswagen ont sérieusement repositionné les tarifs de ID3, ID4. Ouais. Alors, ce qui est logique, parce qu'eux, ils ont un trou. Il faut qu'ils attendent l'ID2, ce qui est un véhicule de segment B, mais en 2025. Oui. Il faut qu'ils passent 2024. Exactement. Et qu'ils passent 2024 avec les normes café. L'exercice n'est pas simple. Non. Mais tout le monde a révisé les tarifs à la baisse. Tu as Renault qui a annoncé une Renault 5 qui a un design superbe, 25 000 euros. 25 000 euros, oui, qui a été présenté hier. Stellantis, il va commencer à livrer au second semestre les IC3 à 23 000 balles. Donc Bercy, je crois, table sur un marché de l'électrique à 21%. Je pense que c'est un peu haut, mais qui soit entre 18 et 20, c'est pas idiot. S'il y a une forte baisse des prix, je pense qu'il y aura une forte baisse des prix.
En tous les cas, ça se voit sur le mois de janvier et février, avec... Il y a quand même des offres clients qui sont attractives, des baisses de prix de certains constructeurs sur l'électrique. Donc, oui, je pense non, qu'on mais va... sur le premier trimestre, enfin la fin de l'année dernière et le premier trimestre de cette année, en termes d'analyse des immatriculations, quand on regarde le thermique ou l'électrique, et surtout l'électrique, c'est absolument pas lisible. Puisqu'on a eu des anticipations d'IMAT l'année dernière avec l'annonce du score environnemental et de la liaison score environnemental bonus, et qu'en début d'année, on a eu des anticipations d'IMAT avec le leasing social. Le leasing social, d'abord, c'est un exercice qui est particulièrement compliqué à réaliser. D'abord parce qu'il faut concilier plusieurs choses. Première chose, c'est une exigence, c'est la décarbonation du parc. Bon, en la matière, il y a un peu de boulot, hein, parce qu'on a un parc, le parc roulant français au 31/12/2023, c'est 41 600 000 véhicules, et là-dessus, il y a 22 millions de véhicules, c'est-à-dire plus de 53%, qui ont plus de 10 ans. Ça, l'exigence, c'est la décarbonation du parc. Deuxième chose, il y a un impératif, c'est d'assurer la mobilité de nos concitoyens. En sachant que la mobilité individuelle, c'est un des piliers de l'organisation sociale et de l'organisation économique d'un pays. On voit bien cette pression qui est constante sur la mobilité individuelle, puisque par les vieillissements du parc, il est constant sur 10 ans. Sur les 10 dernières années, on a un parc qui augmente, même si c'est assez faible là de 2023-2022, un parc roulant, et qui continue de vieillir. Pourquoi ? Parce que c'est la stratégie d'adaptation des ménages à l'augmentation des prix des véhicules neufs, par contre-région du prix des véhicules d'occasion récents. Donc pour préserver leur mobilité, on se déplace vers des véhicules plus anciens. Alors, c'est une vraie question parce que il faut éviter d'arriver à une sorte de mobilité censitaire. Une exigence, c'est la décarbonation. Un impératif, c'est assurer la mobilité des Français. Et puis après, il y a deux contraintes. C'est une sorte d'optimisation sous contrainte. Préserver l'emploi industriel. Okay. Et là, on comprend la colère un peu de Bercy quand il s'est aperçu que sur l'enveloppe des bonus 2023, 35% ont été alloués à des véhicules provenant de Chine. C'est-à-dire que le contribuable français a subventionné les usines chinoises. C'est un peu quand même, c'est un peu fort de café, donc je comprends bien. Bon, ça c'est l'emploi industriel. Et la deuxième contrainte, c'est préserver l'équilibre des finances publiques. Donc il me semble qu'on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte. Bon. Alors maintenant, on regarde ces objectifs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que le leasing social, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. Alors si on prend les objectifs, sur les deux premiers items, l'impact, il est négligeable. Hein. Même s'il y a 50 000 dossiers, on estimait 20 000. 50 000 dossiers face à 22 millions de véhicules roulants qui ont plus de 10 ans, ou face à, on doit avoir 13 ou 14 millions de véhicules roulants qui ont des vignettes critères 3 et au-delà. Sur la cible qui a été visée, c'est-à-dire là, on est sur l'item préserver la mobilité des citoyens, et notamment, ce qui était visé, c'est assurer la mobilité décarbonée des foyers les plus modestes. On va faire simple, c'est à peu près ça. C'est pour ça qu'il n'y avait que 20 000 dossiers qui avaient été prévus au départ, avec une enveloppe de 260 millions. Bon, en 6 semaines, on a fait 50 000 dossiers. Donc il s'est forcément passé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le leasing social, ça a été un effet d'aubaine pour les classes moyennes, et plutôt la frange même supérieure des classes moyennes. Pour une raison simple, c'est que le revenu fiscal de référence, il est divisé par le nombre de parts, c'est-à-dire on prend en compte le nombre d'enfants. Donc globalement, un foyer avec 3 enfants avec un revenu fiscal de référence de 60 000 € est éligible au dispositif. D'accord. Donc voilà. En effet... Donc ça n'a absolument pas... la volonté initiale... Ça n'a absolument pas servi à préserver la mobilité des plus pauvres. Des plus pauvres. Ce qui est d'ailleurs assez logique parce que les gens qui ont peu de revenus, ils seront monomotorisés et il leur faut un véhicule qui soit polyvalent et pas cher. Alors là, pas cher, on a baissé le prix, bon d'accord, mais ça reste quand même une dépense importante pour ce type de ménage. Quant à la préservation de l'emploi industriel, alors d'abord c'est trop tôt, hein, parce que le score environnemental, il vient de fonctionner. Alors si on fait le bilan de la version 1 du leasing social, s'agissant de l'emploi industriel, c'est quand même un peu à contretemps parce que
Le groupe qui a trusté 70% du leasing social, des dossiers, à peu près 38 000 dossiers, c'est le groupe Stellantis. Oui. Je crois qu'il n'y en a pas une seule qui est produite en France. Donc évidemment, c'est pas terrible. Celui qui est le plus vertueux en la matière, c'est-à-dire Renault, puisque la Zoé était produite à Flins, le Kangoo de mémoire électrique il est produit à Maubeuge, et puis la Mégalitech est produite à Douai. Oui, c'est ça. Voilà, il y a juste la Twingo électrique qui est produite en dehors des frontières. Oui. Bon, et finalement, Renault a été assez prudent sur le leasing social. Il n'y a pas d'annonce comme celle du groupe Stellantis, mais globalement, c'est entre 12 et 15 000 véhicules. Et les marques chinoises, je pense qu'elles sont là, et elles sont là pour longtemps. Oui. Alors, pour une chose, c'est des raisons très simples. Le marché chinois, c'est un marché, c'est le premier marché mondial, en VP. Oui, on est d'accord. Et électrique aussi. Oui, électrique aussi. Oui. Mais c'est surtout un marché qui est un marché mature. C'est-à-dire que c'est un marché de renouvellement. Donc il n'y a pas une croissance naturelle qui permet de nourrir tous les intervenants, d'autant que c'est un marché hyper concurrentiel, parce qu'il y a une multiplication des acteurs locaux. Oui. Il n'y a pas eu la consolidation au niveau constructeur en Chine qu'on a eu dans l'ancien monde. Exactement. L'industrie automobile chinoise est contrainte d'aller chercher des relais de croissance. Et l'Europe, c'est quand même la porte ouverte avec la décarbonation, c'était quand même... alors les relais de croissance, il y en a 3. Il me semble que Jato avait fait un truc là-dessus. D'abord, ils sont allés rechercher à proximité les pays émergents d'Asie du Sud-Est, où il n'y a pas de constructeur automobile. Parce que, par exemple, au Vietnam, c'est 0. Hein. On a VinFast quand même. Oui, il y a VinFast, oui, mais ce n'est pas un chinois, VinFast. Donc c'est un constructeur local. Oui, je suis d'accord. Où il n'y a pas de constructeur automobile. Et puis évidemment, ils ont évité la Corée du Sud, qui est, c'est pas un pays émergent, et 2, et en termes géopolitiques, ça ne marche pas bien, puisque la Chine est le principal soutien de la Corée du Nord. Donc ça pose des problèmes. Mais ça ne suffit pas. Alors après, en relais de croissance véritable, il n'y a que 2 marchés au monde qui peuvent permettre aux marques chinoises d'avoir un véritable relais de croissance, c'est d'abord les États-Unis et ensuite l'Europe. Alors les États-Unis, c'est pas une bonne option. Alors les États-Unis, c'est pas une bonne option pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des droits de douane élevés, c'est plus de 2 fois les droits de douane français. Deuxièmement, parce que les États-Unis sont quand même assument leur protectionnisme. Troisième chose, le marché de l'électrique aux États-Unis, alors il n'est pas embryonnaire, mais il est faible. Sur le marché VN total, en 2023, c'est un peu plus de 8%. Oui. Sauf que les 8%, ils sont hyper concentrés. C'est-à-dire que dans les 8%, il y a la Californie à 21%. La Californie, elle seule, c'est 34-35% des IMAT BEV total des États-Unis. Et derrière, il y a le deuxième État tech, c'est l'État de Washington, donc c'est Seattle avec le siège d'Amazon. Et eux, ils ont une part de marché de l'électrique autour de 15%. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Après, il reste l'Europe. Alors l'Europe, ça présente plusieurs avantages pour une marque chinoise. D'abord, culturellement, l'Europe est libre-échangiste quand les États-Unis sont protectionnistes. Voilà, en gros. Alors les droits de douane sont 2 fois moins élevés. C'est ça. Et plutôt que, d'ailleurs, c'est symptomatique, plutôt que d'élever les droits de douane pour frapper les importations automobiles chinoises, alors qu'on sait qu'on a un problème, on est en train d'entamer une procédure pour rechercher à démontrer des subventions illégales de l'État chinois aux constructeurs chinois pour faire du dumping sur le marché européen. Alors, ce genre de procédure, ça a 2 caractéristiques. D'abord, c'est très long, et ensuite, les résultats sont très incertains. Alors qu'évidemment, une montée des droits de douane, c'est immédiat. Bon. Donc, on est libre-échangiste. Ensuite, le marché des véhicules électriques en Europe, même s'il y a de fortes disparités, il est beaucoup plus important, c'est 14,6. Alors il y a de grosses disparités, hein, on est à 17% en France, 18% en Allemagne. Par contre, de mémoire, on est à 5,40 en Espagne et on est à 4,20 en Italie. C'est pas pareil. Donc on a un marché qui est plutôt sympa. L'arrivée des marques chinoises, ou des véhicules chinois plutôt, si on prend 2023, ça s'est plutôt bien passé, hein, puisque Tesla, Model 3, produit en Chine, la propulsion, Model Y, produit en Chine jusque vers septembre. Oui, oui. Bon, mais ça, Tesla, c'est 21% de part de marché d'électrique en France, donc c'est le numéro 1. Après, tu as en numéro 2 ou 3 c'est Dacia, 10%, oui, sur un seul modèle, la Spring. La Spring, oui. Et après, en numéro 5, tu as MG, avec une grosse proportion de MG4. On va dire ça comme ça. Oui, bon, donc ça a plutôt bien marché.
Ça a plutôt bien marché. Autre raison de s'intéresser fondamentalement au marché européen, c'est qu'effectivement, contrairement aux États-Unis qui, en termes technologiques, sont assez neutres, nous, on a décidé de s'engager de manière dogmatique vers le tout électrique. Et donc la disparition des moteurs thermiques en 2035. Alors thermique, ça, quel que soit le carburant utilisé, c'est-à-dire qu'il soit fossile ou pas. Hein. Oui. Bon, donc évidemment, les Chinois ont un avantage concurrentiel qui est certain sur les véhicules à batterie. Bien sûr. Donc c'est une vraie fenêtre de tir, voire un boulevard qu'on leur ouvre. Encore, là, les offres clients pour la Marvel à 10 000 euros, donc ça fait déjà que les prix sont plutôt bien placés, donc, très bien placés. Donc ça stimule quand même à l'achat. Ah oui, très, donc bien je pense placé. qu'ils vont encore bien performer. Est-ce que toi, tu as une envie de prendre une marque chinoise ou tu regardes, tu es en train de... Je suis comme tous les opérateurs du marché, je regarde. Parce qu'effectivement, dans un portefeuille de marques et dans un groupe de distribution multimarque, c'est pas idiot d'avoir dans le portefeuille une marque chinoise. Ouais. Alors je me suis amusée à un petit exercice avec les bases Jato et j'ai regardé le marché chinois et je l'ai comparé au marché français en termes de marques. En France, il y a 53 marques qui sont distribuées. Et en Chine, il y a 130 marques automobiles. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'en Chine, il y a le marché, l'hyper-concurrentialité du marché, elle vient aussi du nombre d'acteurs locaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en Chine une consolidation du secteur. Ça va venir. Hein. Il n'y a pas eu en Chine une consolidation du secteur comme on a eu aux États-Unis ou en Europe. En ce qui concerne les véhicules électriques, tu vends à peu près 750 voitures électriques l'année dernière. J'aimerais avoir le retour des clients. Sur la satisfaction VN. Oui, c'est satisfaction VN. Le retour des clients, il est proportionnel à la qualité du conseil avant l'achat. C'est-à-dire que si on comprend bien les besoins du client, et si en fonction de ses besoins, le véhicule électrique est un vecteur de mobilité adapté, à ce moment-là, on n'a pas de retour. D'accord. Donc ça, c'est pas... Les 360 clients étaient faits. Non, ça, c'est pas un sujet. Ça peut le devenir si, compte tenu de la pression réglementaire qui est mise sur les constructeurs, et notamment avec les durcissements des normes café, on n'est pas d'autre choix que de forcer le marché. Et à ce moment-là, on aura des dommages collatéraux sur la satisfaction client. Aujourd'hui, la proportion, je regardais un petit peu les chiffres au niveau de l'électrique, majoritairement chez toi, c'est Fiat en premier, après BM en termes de vente. Les clients sont quand même différents, la même satisfaction. Oui, c'est pas... Non, vraiment, je pense qu'il faut conseiller un véhicule, un type de véhicule en fonction véritablement de l'usage et des besoins de chaque client. Donc tu vas avoir des gens qu'on orientera plutôt sur de l'électrique, des gens qu'on peut orienter sur du thermique classique, y compris du diesel, ou des gens qu'on peut orienter vers des formules de type PHEV. Et l'après-vente, comment ça se passe? L'après-vente, tu penses que ça se passe comment? Bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, alors l'après-vente sur l'électrique. Sur l'électrique. Alors sur l'électrique, il y a 2-3 sujets. Le premier, c'est une question d'organisation de l'atelier. Ça a un peu modifié les choses à 3 niveaux. D'abord parce qu'il a fallu former des compagnons à la technologie haute tension. Ensuite, parce qu'il faut investir un petit peu dans un outillage spécifique. Enfin, il faut délimiter une zone dédiée aux véhicules électriques avec une procédure de mise en sécurité des véhicules quand ils arrivent. Bon, ça, c'est de l'organisation de l'atelier. Après, sur la typologie des pannes, au moins le ressenti des équipes. D'abord, ce sont des véhicules qui sont très fiables. Les entrées ateliers, chez nous, c'est quasi essentiellement des reprogrammations de calculateurs. Et puis, des petites bricoles. Alors, il nous arrive d'avoir des problèmes avec ce que mes mécanos appellent des câbles domestiques. En gros, c'est une prise congélateur. Oui, la prise, voilà. Oui. Ah, mais c'est pas une wallbox, voilà. Oui. C'est plutôt fait pour un maintien de charge. Et les clients peuvent l'utiliser pour carrément recharger le véhicule. Alors, évidemment, au bout d'un certain temps, le câble, il a un peu de mal. Sur le top 3 des pannes, alors là, ça correspond à peu près à ce qu'on pense. La première chose, c'est les reprogrammations, effectivement, de calculateurs. Après, tu as les compresseurs de clim. Et après, les moteurs de traction.
D'accord. Alors nous, moteur de traction, on n'a pas eu pour le moment, compresseur non plus, pas trop d'histoire. Alors on peut le comprendre. Alors c'est pas les batteries. Les batteries, Oui, c'est alors c'était exceptionnel. la question. C'est exceptionnel. Dans les batteries, c'est exceptionnel. exceptionnel. Le pic des pannes, c'est 4 ans. Donc ça explique aussi qu'on n'a pas beaucoup de recul, nous. Alors si chez BM on a eu un recul avec l'i3, mais on n'a pas eu de problème particulier. Après c'est le coût de la panne. Honnêtement, pour mes équipes, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet parce que la fréquence est faible, des entrées ateliers. Et quand il y a une entrée atelier, souvent elle est prise en charge par la garantie. D'accord. Donc, la garantie, elle est tu vois, par exemple, une reprogrammation de calculateur ou une mise à jour de calculateur. La garantie, il y a Peugeot qui a fait des annonces. Exactement, ouais, oui. Bon, d'accord, mais tous les constructeurs tous, hein, ils garantissent la batterie 8 ans. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet sur la partie garantie. Après, sur la partie batterie. Après, tu peux avoir des problèmes de convertisseur de puissance, tu peux avoir des problèmes de moteur de traction, des choses comme ça, et de compresseur de clim. Mais sur la partie batterie, il n'y a pas vraiment de sujet. On n'a pas de problème particulier. Pour nous, c'est un non-sujet. En sachant que si il y a 2 écoles dans les réseaux, sur le coût de la main-d'œuvre, on peut prendre le même coût et d'ailleurs, j'ai 2 cas de figure dans mon groupe. J'en laisse le choix. Soit on prend un taux horaire de main-d'œuvre qui est identique à celui qu'on prend pour une intervention sur des véhicules thermiques. Soit on prend ce qu'on appelle un T3, un taux de technicité supérieur qui est de l'ordre de 15 à 20% supérieur. Mais honnêtement, compte tenu de la faiblesse des entrées ateliers, ça n'a pas vraiment de jeu de conséquences, quoi. Alors maintenant, par contre, les garantisseurs, moi j'ai été très surpris parce que dans l'étude, ils disent que le coût moyen d'un sinistre en BEV est supérieur de 20%. Ouais. Le coût moyen d'un sinistre, c'est le coût moyen d'un véhicule thermique. Sauf que, alors, ils ont effectivement un recul important, eux, en tout cas plus que nous. Par contre, il y a 2-3 bricoles qu'il faut voir. Un, ils disent qu'il y a une très très forte dispersion par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que tu as un coût quasiment nul, une reprogrammation de calculateur, jusqu'à changement de la chaîne de traction, hein, c'est pas pareil. Ou remplacement de la batterie, quand elle est pas réparable. Après, je pense qu'ils ont aussi dans leur parc roulant, celui qui traite, il doit y avoir une bonne proportion de Tesla, mais je ne connais pas. Or, là, alors ça pourrait expliquer les coûts supérieurs en termes de sinistre, parce qu'il faut bien voir que dans le modèle économique de Tesla, l'après-vente est un non-sujet. C'est-à-dire que Tesla a bâti son modèle sur une optimisation du couple marge unitaire sur le VN, volume VN. Voilà, point barre. Pour lui, la maintenance, c'est pas un problème, puisque un véhicule électrique demande peu de maintenance. Et la sinistralité, c'est-à-dire l'accidentologie, c'est pas un problème non plus, parce que les ADAS doivent te permettre de réduire considérablement la sinistralité. Ce qui fait qu'ils ont choisi d'optimiser le coût de construction et d'assemblage du véhicule au détriment de la réparabilité du véhicule. Ça, tu le vois à 2 niveaux. Par exemple, les batteries de Tesla des modèles 3 ou des modèles Y sont des batteries qui ne sont pas réparables. Ça coûte moins cher. Bon, évidemment, après, quand tu as un problème, ce n'est pas le même prix. Et puis après, tu as l'utilisation de pièces de gigacasting aux carrosseries. Coût d'assemblage réduit. Par contre, en cas de sinistre, ça vaut aussi cher que le prix de la bagnole. Donc, c'est particulier. Alors, il y a peut-être ça. Et en sachant que si on prend la technologie des batteries, parce que j'ai vu quelque part dans la presse que les batteries n'étaient pas rechargeables, n'étaient pas réparables. Oui. En fait, il y a deux écoles. Et c'est toujours un arbitrage entre coût de construction et réparabilité. Hein. On est coût d'assemblage et réparabilité. Tu as des marques, alors ça peut être des généralistes ou des premiums. BMW comme Renault, ils ont opté pour des batteries qui sont avec des modules qui sont sécables et qui sont interchangeables. Donc on peut mettre les mains dedans, ouvrir et changer un seul module. Alors évidemment, c'est plus cher en coût de fabrication. Par contre, quand il y a un sinistre, ça abaisse la facture de réparation s'il faut aller intervenir sur la batterie. Et puis après, tu as une deuxième école, c'est Tesla ou Stellantis aussi, ou les marques chinoises style BYD, qui fournit des batteries d'ailleurs aux constructeurs européens, où là, tu as des modules qui sont très larges et qui sont, je ne suis pas un technicien, mais noyés dans une sorte de résine, ce qui fait que tu ne peux pas y mettre les mains, et tu n'as, en cas de risque,
Si tu penses que la batterie subit un risque d'être endommagée, à ce moment-là, tu changes la batterie. Évidemment, le coût n'est pas le même. Quant à la maintenance, sur un véhicule électrique, tu oublies toute notion de kilométrage. Donc, tout chez BMW, on a un premier entretien à 2 ans. Donc, pas de kilométrage, des pas de maintenance qui sont élargis. 2 ans. Le coût du premier entretien, il n'est pas prohibitif. Tu peux aller dans l'application BMW, choisir le concessionnaire que tu veux, près de chez toi ou pas, ou sur ton lieu de vacances, et tu verras que c'est quelque chose qui est compris entre 300 et 350 euros. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On change les consommables. Alors, c'est les freins, les pneus, les balais, les essuie-glaces. Ça ne va pas chercher loin. Et ensuite, on fait un contrôle général de la voiture et aussi un contrôle de la batterie. L'idée, c'est de savoir si elle tient la charge. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que tu auras moins d'entrées, du coup, avec l'évolution des voitures électriques? Oui, bien sûr. Je pense qu'on aura moins d'entrées. Je pense qu'on aura moins d'entrées. En termes de sinistralité accident, je ne peux pas te dire. Ouais, parce qu'on est... oui, c'est le début. C'est le début. Ce qui est clair, c'est que en termes de sinistralité, le modèle Tesla, c'est pas le bon modèle pour le consommateur. D'ailleurs, on l'a vu, ça a joué quelques mésaventures à Hertz. Oui, bien sûr, oui, ils ont retiré. Oui, ils ont retiré et le cours de bourse a été divisé par 2, donc de Hertz. Donc ça, c'est quand même un peu souffrant parce qu'ils ont perdu ils pensaient faire des économies sur la maintenance et la sinistralité. Et en fait, c'est pas des économies qu'ils ont fait, notamment en termes de sinistralité, où c'est une vraie catastrophe. Et en plus, ils ont dû constater une dépréciation forte des valeurs résiduelles. Tout à fait. Voilà. Très bien, on va arriver à la fin de notre émission. Bien, ça passe tellement vite. Bien. Alors j'aurais voulu qu'on parle un petit peu quand même de l'hydrogène, de ses évolutions technologique, mais bon, l'hydrogène est en place depuis quelques temps chez BMW. Vous l'étudiez depuis un petit bout de temps. Alors, BMW s'est intéressé à l'hydrogène, je pense, au début des années 2000. Ce dont on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit que le temps des industriels, c'est le temps long et c'est pas le temps des politiques qui est le temps court. Parce qu'au début des années 2000, on ne parlait pas de l'urgence climatique, c'était pas un sujet médiatique et encore moins un sujet politique. Et c'est quelque chose qui est dans les cartons depuis très longtemps chez BMW. Et ça montre la capacité d'anticipation de la marque à long terme sur son marché. Avec quelques dates clés, 2013, ils ont développé un partenariat avec Toyota, ce qui est plutôt intelligent, parce qu'en général, on est plus intelligent en plusieurs que tout seul. 2019, ils ont présenté un premier prototype au cours d'un salon. Et là, on en a reparlé parce qu'en fin d'année dernière, ils ont mis à la route une flotte d'une centaine de véhicules auprès d'acteurs publics ou privés. Et en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui en a reçu 2. Tout à fait. Voilà. Donc ça marche très bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Alors l'avantage de l'hydrogène, il y en a plusieurs. Parce que là, on est sur le tout véhicule à batterie traditionnel. Alors, il y en a plusieurs. D'abord, je pense que s'orienter vers l'hydrogène, c'est une question de souveraineté énergétique et industrielle pour l'Europe. Enfin, quand on voit comment les Chinois dominent toute la chaîne de valeur sur les batteries. Deuxièmement, l'avantage de l'hydrogène, c'est le transport et le stockage. Ça pose pas de problème. Et après, en termes d'utilisation, c'est des véhicules qui sont dotés d'une forte autonomie et d'un délai de ravitaillement très court, c'est 3 minutes. Oui, donc, tout à fait. C'est plutôt séduisant comme concept. Alors après, il faudrait une infrastructure de recharge adaptée. Mais ça s'organise bien. Moi, j'ai fait des salons d'hydrogène. Je pense que ça s'organise bien, ouais. Et ça peut être adapté non seulement à l'automobile, par exemple, pour de gros rouleurs, mais ça peut être adapté aussi. C'est peut-être la solution d'avenir pour le transport routier international. Pour des très longues distances en semi-remorque de 38 tonnes. Ouais. Parce que si tu leur mets 2 tonnes de batterie, ça marche moins bien. Et les véhicules utilitaires, là, sont lancés par Peugeot et Citroën en hydrogène. Donc, c'est le démarrage et ça s'organise dans les régions également. Voilà. Ok, merci pour ce point. Alors pour conclure, qu'est-ce qui est pour toi important dans ton groupe de distribution pour que ça fonctionne? Oui, alors, on a parlé de mutation, de révolution, il n'y a pas de révolution. Mais c'est vrai qu'on focalise souvent sur les changements et on ne voit pas que ce qui reste est fondamental. Et ce qui reste et qui n'a pas changé dans ce métier, c'est la proximité et l'humain. C'est les 2 piliers du métier. Et c'est pour ça que la photo, tu ne vois pas un bâtiment. Tu vois des bipèdes. Parce qu'une concession automobile, avant d'être une cathédrale,
ce sont des pèlerins. Merci beaucoup Marc pour cet entretien. Jato a développé une plateforme collaborative 16 Link dédiée au groupe de distribution permettant de suivre les tendances du marché, de se benchmarker, de suivre les prix de transaction des voitures, connaître les mix modèles qui se vendent le plus, les options les plus vendues et ce, sur toutes les marques automobiles du marché français. Vous aurez accès également à notre newsletter mensuelle, à du contenu basé sur l'intelligence artificielle, sur le véhicule de votre choix avec OpenAI. Data Drive avec Jato Dynamics.